Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Leonardo, le directeur sportif qui est vraiment dans la tourmente. Il en a pris pour son grade depuis l'échec à Madrid, plus que Pochettino je trouve. Non pas que l'entraîneur soit passé à travers les mailles du filet, mais d'abord on a fait de Neymar, Messi, Donnarumma les individualités. En fait, les responsables numéro un. Ensuite, tu as Nasser qui a été le sujet de critiques qui ont été évidemment motivés, nourris par ses histoires avec les arbitres. Leonardo qui a pris la parole et qui aussi en a pris pour son matricule. Et Pochettino, alors peut-être que les gens ont compris que l'entraîneur n'est pas le problème numéro un au PSG, que changer d'entraîneur, oui, est une solution, mais pas la première et pas la seule aujourd'hui, et que surtout sur la double confrontation, Pochettino, il a plutôt maîtrisé son sujet, même si ça paraît énormément paradoxal par rapport à toute la bouillie qu'il nous a proposée depuis son arrivée. Bref, c'est Romain Molina qui a annoncé que le club se chercherait un directeur sportif. Quelques sources en Angleterre, Julien Laurens aussi, annoncent que les temps de Leonardo à la tête du PSG sont comptés, que du côté de Doha, évidemment, on réfléchit à un licenciement. Maintenant, quand, je ne sais pas, il y a plusieurs dossiers qui ont joué en sa défaveur, des joueurs qu'il a recrutés qui n'ont pas satisfait Nasser Al-Khelaifi, le dossier Kylian Mbappé, parce que, évidemment, la confiance et les discussions ont été rompues assez rapidement avec Leonardo. Nasser a dû récupérer le dossier, ça tout le monde le sait. Et puis, avec un avis extérieur, en fait, de ce qu'on sait publiquement des relations qu'il a eues et qu'il a avec les entraîneurs du PSG, le premier constat que tu fais, c'est qu'avec les autres employés, et surtout en interne, parce qu'on sait que la face ouverte de l'iceberg, ça doit être pire, ça doit être cataclysmique. Son retour est clairement loupé. On va faire le bilan bien sûr, mais avant cela, j'aimerais m'arrêter sur le bilan, sur le timing de cette information. Parce que ça parle de le licencier, mais au final, 72 heures après le crash, personne n'est parti. Ça pareil, j'ai jamais compris pourquoi le PSG n'a jamais viré ses entraîneurs le lendemain, en fait, des défaites. 2017, Unai Emery reste jusqu'à la fin de la saison. 2019 contre United, Tourelle est prolongé. Blanc pareil contre City, il est prolongé pour être viré juste après, ça c'était clownesque. Et là, Pochettino n'est toujours pas viré. Alors oui, dans l'immédiat, virer l'entraîneur, ça servirait pas à grand chose. Ce serait de la symbolique, de la communication. Sachant qu'il reste 11 matchs, quoique laisser le titre en Ligue 1, je crois qu'on peut l'envisager si on est vraiment, vraiment défaitiste. Mais dans tous les cas, moi je me dis quand même, l'entraîneur, tu sais qu'il ne va pas terminer la saison, enfin qu'il ne sera pas là la saison prochaine, donc vire-le dès le lendemain. Ça, c'est dit, mais c'est pas la priorité. Dans la mesure où il n'y a plus d'enjeu en fait avant la fin de saison, que tu es lui ou un intérimaire, ça change pas grand-chose. Or, la direction sportive, c'est d'autant plus important. Parce qu'un mercato, ça se prépare en fait. Et cette erreur, on l'a déjà fait avec Antero Henrique quand on le vire en 2019. Voilà, un petit peu à la one again. Nicolas Sarkozy qui appelle l'émir. Hop, il faut faire revenir Leonardo pour faire plaisir aux supporters. Bim, coup de communication, tout le monde est content. Leonardo qui arrive, des dossiers qui sont ouverts, qu'il est obligé de refermer. Les ventes en plus qui sont à boucler avant le 30 juin parce qu'on avait un petit déficit, des millions à faire rentrer. Au final, on brade les Diaby, les Nkunku et tout ça. Et un mercato qui au final n'a pas trop de sens en fait pour le directeur sportif. Même si pour nous, bien sûr, le mercato de 2019 a pris tout son sens. Avec le temps, il y a eu des fiascos, il y a eu aussi d'énormes coups. Mais voilà, ensuite en 2020, un mercato d'opportunité, un mot qui me donne envie de gerber. Tout a été justement bâclé en fait. Parce que tu balances tout ton budget sur Mauro Icardi qui a coûté 72 millions d'euros. C'était des sources italiennes qui l'annonçaient, Romain Molina l'a d'ailleurs confirmé. C'est 50 millions plus 22 de bonus. C'est extraordinaire. Et je tiendrai à rappeler quand même que sur ce coup, tout le monde le sait, Leonardo a mis des agents, tu sais pas trop à quoi ils servaient, à part faire le travail qu'est censé faire Leonardo. Et bien sûr, s'en foutre plein les poches sur le dos du club. Et surtout, on a accepté la clause qui visait à dire qu'on devait donner 15 millions à l'Inter si on revendait Icardi en Italie. Clause qui était complètement illégale. Au final, on a pris une amende pour ça quand même. On a accepté quelque chose d'illégal, en toute insouciance. On a payé des mecs pour accepter des trucs hors la loi, sans s'en rendre compte. Bref, c'est n'importe quoi. Danilo, au final, avec le temps, c'est celui qui aujourd'hui donne un petit peu le plus raison. Florenzi, c'était une catastrophe. Keane, je trouve que les supporters l'ont beaucoup surcoté. C'est dommage parce qu'il a fait un bon passage. Aujourd'hui, à la Juve, c'est un peu compliqué pour lui. Il coûtait trop cher. Voilà, on avait un tarif spécial PSG, 50 millions. Personnellement, je l'aimais pas sur Moiskin. Et puis Rafinha, tu sais pas trop pourquoi on a fait ça. Icardi, alors que Tourelle, l'entraîneur, en veut pas. Danilo, pareil, il en voulait pas. La gestion des cas Thiago Silva, on pourrait rajouter Cavani, même si là, c'est plus le joueur quand même qui est responsable. Direction sportive ou pas, t'abandonnes pas le club à 2 mois du Final 8.
tout simplement, alors que tu passes un cap que tu es censé passer depuis que tu es arrivé en 2013. Bref, c'est un petit peu compliqué. Et puis j'ai envie de dire, la seule chose qu'on a à mettre à l'avantage de Leonardo, même si encore une fois aujourd'hui c'est un petit peu paradoxal, ce sont les 3 joueurs qui recrutent l'été dernier. Hakimi, Nuno Mendes et Donnarumma. Parce que ce sont 3 énormes coups, et surtout c'est le début d'un nouveau cycle en fait. Moi j'ai l'impression que dans 5-6 ans, alors aujourd'hui ça peut paraître très grossier, mais dans 5-6 ans, les Hakimi, les Donnarumma, ce seront les Marquinhos, les Verratti d'aujourd'hui en fait. Et c'est Leonardo qui est derrière ça, tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait moyen en fait de faire quelque chose. À côté, bon, tu niques un petit peu tout avec Sergio Ramos qui est un fiasco absolu. On rappelle qu'il a liké sur les réseaux sociaux une publication qu'il appelait à revenir au Real Madrid. C'est qu'un like, je vous l'accorde, mais enfin tu fais pas ça quand en 7 mois, 12 millions de salaire, la confiance du club, l'accueil que les supporters t'ont réservé, tous ceux qui ont acheté ton maillot et toi qui joues 5 matchs, évidemment pour un rouge et puis tout le reste à l'infirmerie, tu connais mieux les infirmières que tes coéquipiers, c'est compliqué, même si on ne remet pas en cause ton professionnalisme. Bref. Et puis surtout, même si sur le dossier Sergio Ramos, encore une fois, c'est la politique du club qui est à critiquer avant le joueur et avant toute chose. Bref. Alors, bon, il est revenu pour la communication. Ça, aujourd'hui, il divise plus que tout. Il est détesté par beaucoup de personnes. C'est franchement fort parce qu'il faisait vraiment l'unanimité. Même moi, dans mon esprit, à son retour, il faisait quand même l'unanimité. C'était l'architecte, on va dire, du projet QSI. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître caricatural, mais à l'époque, c'était une réalité, quoi. Son premier passage est plus que réussi. Là, c'est quand même très compliqué. Il revient, j'ai noté quand même quelques piliers. Remettre de l'ordre, ça je le dis tout le temps, quand tu accordes des congés payés à un joueur pour tromperie Telenova avec sa femme, j'appelle pas ça remettre de l'ordre, bien évidemment. Ensuite, la hiérarchie des salaires. Oh bah bien sûr, 8 millions sur Wijnaldum. Oh bah oui, allez, tout le monde est surpayé. Icardi, 10 millions. Oh bah bien sûr, là la hiérarchie elle est plus que respectée. En plus, il devait rééquilibrer les comptes. Il a explosé la masse salariale. Bon, le recrutement de Messi n'y est pas pour rien, mais tu as quand même accumulé pas mal d'énormes salaires. Les jeunes, oh bah les jeunes, c'était un enjeu quand il revient les jeunes. Hein, à cette époque-là, on n'en parlait pas beaucoup. Mais depuis, les Kwasi, les Aouchiche et tout ça qui partent, Michu qui prolonge à base de mensonges de Leonardo en fait. Il leur ment. Voilà, il est arrivé, il les a pris de haut, il pensait qu'il allait prolonger tout le monde. Ah bah non, finalement c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, bon, alors Xavi Simons, à ce qui paraît, ça sent bon. D'ailleurs, pour la fin de saison, ah oui, je voulais dire ça, c'est dans mes brouillons, je supprimerai. Les Draxler, les Wijnaldum et tout ça, dégagez-moi ça en tribune. La seule chose qui peut personnellement me faire vibrer sur les derniers matchs de cette saison, c'est de voir les jeunes. C'est tout. Vraiment, je demande que ça au PSG. Mettez les jeunes. Faites jouer Simons, faites jouer Michu. Là, on n'a plus rien à jouer. À la limite, le titre de champion de France, c'est pas eux qui vont le perdre. Hein. Franchement, s'il y en a bien quelques-uns qui pourraient les perdre, ce sont les Herrera, ce sont les Wijnaldum, ce sont les Draxler. Et la facilité dans laquelle ils sont, bien évidemment. Voilà, la faute à qui? Leonardo, les prolongations, pareil. La gestion des contrats. Kurzawa, n'importe quoi. Draxler, idem. Et puis la communication. Que de la langue de bois. Franchement, à chaque fois qu'il prend... Ah, c'est vrai qu'en plus, il avait modifié sa stratégie en communication parce que à son premier passage, il était vraiment omniprésent dans les médias. Du coup, sa parole perdait un petit peu en valeur, dans le sens où tu l'entendais tout le temps, il n'y avait pas de déclaration au-dessus de l'autre. Là, bah, il se fait beaucoup plus rare. Il parle que quand ça va pas, quand il faut aller éteindre le feu. En général, c'est pour dire des choses qui lui donnent tort avec le temps. Je rappelle que fin octobre, quand les médias espagnols, et j'aurais jamais cru dire ça quand même, donner raison aux médias espagnols, quand les médias espagnols disaient « le Real Madrid le savait, s'il n'a pas prolongé Sergio Ramos, c'est qu'il savait que son corps ne répondait plus, que son genou, son mollet était terminé en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir. Le PSG est tombé dans ce piège, le PSG le savait et au final, ils sont tombés dans le piège. Leonardo prend la parole publiquement et dit « on savait tout ». Et vous tombez dans le jeu des médias espagnols. Mais au final, 7 mois après, c'est eux qui ont raison, les médias espagnols. Tu savais tout de quoi? Mais moi, si je rencontre Leonardo aujourd'hui, je lui mets cette déclaration devant le nez, quoi. On savait tout. Mais alors, pourquoi tu l'as recruté si tu savais tout? Si tu savais que le corps ne répond plus, tout simplement. Là, il y a une information qui vient de dire Sergio Ramos va reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Mais pourquoi faire? Pour faire quoi? Il reste 11 matchs. C'est terminé. C'est un fiasco terrible, absolument incroyable. Voilà, cette politique de recruter des vieux. Et alors, c'est pour ça que maintenant, quand je vais faire la propagande, préparez-vous, des Adeyemi, des Tchouaméni, faudra pas venir me dire, il n'y a pas d'expérience, c'est un jeune, ça coûte cher. Ah non, on a pris des risques sur des vieillards, Dani Alves, Gigi Buffon,
Là, Sergio Ramos, ça n'a pas payé, donc désormais, on va faire la même chose, mais avec des jeunes. Parce qu'il y a une différence, c'est que tu peux les revendre, les jeunes. Et en plus, ils ne regardent pas derrière eux, les jeunes. Ils n'ont pas de passé, ils ont un futur à construire. Donc forcément, ils ont un petit peu plus d'envie que tous ces vieux qui viennent à la maison de retraite, pardonnez-moi. Voilà. Bon, ceci étant dit, la relation avec les entraîneurs, on s'est arrêté dessus. Et la seule nuance que je voulais poser sur son bilan, c'était évidemment la colonne vertébrale de 2021, Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi, vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, il faut continuer sur cette lancée, recruter à chaque ligne un joueur de 20, 22 ans grand maximum pour que ce soit vraiment un nouveau cycle qui s'entame, tout simplement. Tout simplement. Mais ça, évidemment, il y aura des vidéos qui seront consacrées à ça. Passons à son remplaçant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont citées, on y reviendra dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur Paratici. Paratici qui a été cité en juin 2021 par Santi Aouna et aujourd'hui qui est repris par les médias, qui confirme d'abord que l'été dernier, il y a eu des contacts, mais pas d'offre formelle du PSG. Du coup, il a accepté Tottenham. Aujourd'hui, il y est avec Antonio Conte. D'ailleurs, ça se passe moyennement et pour Conte et pour lui. Et donc le PSG s'intéresserait à lui, l'aurait recontacté cette semaine. Selon Santi Aouna, bon, il y a un petit peu d'autres sources en Angleterre et tout ça, mais le problème c'est que ces sources-là, j'ai regardé, je me suis renseigné, et je ne saurais vous dire leur niveau de fiabilité. Du coup, je les cite pas et je vous dis pas si c'est fiable ou pas. En revanche, Santi Aouna, franchement, sur ce coup, il fait ses preuves. Hein. Voilà. Et puis Molina a aussi confirmé les contacts l'été dernier. Donc Paratici, c'est qui? Je pense que vous le connaissez en mal, parce que ces dernières années, et il n'a pas été extraordinaire. Voilà, c'est celui qui est à l'origine de l'échange Danilo Cancelo, de Rabiot, Ramsey à la Juventus. Mais sachez qu'il arrive là-bas quand même en 2010. Alors au début, il n'est pas directeur sportif. Il est un petit peu bras droit, homme de l'ombre de Marotta, mais surtout bien axé sur le recrutement en fait. Il bosse que là-dessus. Or au PSG, quand tu es directeur sportif, faut bien comprendre que tu fais pas que le recrutement. Tu gères les contrats, tu gères un petit peu l'équilibre du vestiaire, et puis surtout, tu t'occupes des sections féminines, des jeunes et tout ça. Après, tu as une équipe autour de toi. D'ailleurs, concernant Leonardo, je crois que le pire, c'est pas lui, mais c'est son adjoint Angelo Castellazzi. C'est juste une intuition. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur des photos ou en vidéo. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu au camp des loges aussi. Ce mec ne m'inspire absolument pas confiance. On sait pas du tout ce qu'il fait, hein, je ne sais rien, mais je sais pas pourquoi. Il m'inspire pas confiance. J'ai l'impression que c'est un méchant comme dans les films. Bref. Donc il arrive là-bas, ils sont mal la Juventus à ce moment-là. Et il va participer à ce renouveau. Faut pas oublier ça, j'aimerais commencer par là parce qu'il y en a beaucoup qui condamnent, on remplace la peste par le choléra, je suis assez d'accord, hein, mais il faut remettre vraiment l'église au centre du village. Il est à l'origine de mercato quand même grandiose pour la Juventus. Pirlo, Tevez, Vidal, en gros la colonne vertébrale de cette Juventus qui va se hisser en finale de la Ligue des Champions. Il a aussi fait l'opération Cristiano Ronaldo, ça c'est quand même pas rien, bien évidemment, et en décembre 2018, Marotta est parti. Donc il est devenu directeur sportif, et il était tout seul. Et c'est là que ça a commencé à se gâter. Avec Rabiot et Ramsey, on peut voir qu'il a surpayé des joueurs. Ah, ça c'est un problème qu'on a au PSG et dont on aimerait se dépatouiller. Et puis avec l'échange Danilo Cancelo, tu vois qu'il a un flair qui est parfois pas vraiment développé. J'ai pris quelques chiffres, parce que analyser un directeur sportif, c'est compliqué. C'est pas comme analyser un joueur, c'est la première fois que je le fais, tu vois. Et puis bon, après, bon, il est viré en 2021, parce que la Juventus se fait éliminer en 8e contre Porto et perd le Scudetto contre l'Inter. D'ailleurs, il y avait même une menace de même pas se qualifier en Ligue des Champions l'année dernière. Bref. En moyenne, il recrute 10 joueurs par année. Donc ça me paraît important. C'est quand même un chiffre qui est relativement élevé, qui colle un petit peu avec le PSG début QSI. Donc forcément, sur les 10, des fois, tu te retrouves avec des indésirables, bien sûr. Autre statistique très importante, la plus importante. Hein. Il a recruté 113 joueurs quand il était à la Juventus. Devinez combien viennent d'Italie sur les 113, 77. 4 seulement de France. Donc 1, vous voyez que ces réseaux sont principalement, exclusivement en Italie. Et en France, il ne connaît pas grand monde. Hein. Pour faire venir 4 joueurs d'ici, ça va être compliqué. Pour un club comme le PSG, c'est vrai que moi, quand même, je fixerais comme condition au directeur sportif, déjà, j'aimerais bien qu'on prenne un Français. Et quelqu'un qui connaît le marché français pour le faire fonctionner. Parce que tu as des joueurs à aller chercher, en fait. Voilà. À un moment donné, il faut développer une politique autre que le marketing. Pour moi, tu valorises ta Ligue 1, tu vas chercher des joueurs dans ce championnat, tu les fais progresser évidemment, ils le connaissent. Et voilà, après tu te développes sur la scène internationale, tu crées une identité par rapport à la région Île-de-France qui est le plus grand vivier de talents en Europe et peut-être même dans le monde. Hein. Ça se tape avec certaines régions du monde, clairement. Hein. Voilà, tu as plein de talents,
tu te crées une identité autour de ça, et tu reconstruis un petit peu un projet sain avec une restructuration profonde du fonctionnement interne, pas que virer Nasser et Leonardo, parce que ce sont peut-être les boucs émissaires de leurs entourages, hein, parce que le pire, c'est pas eux, c'est évidemment ceux qui les entourent. On le sait très très bien. Bref, dans tous les cas, dégagez-moi tout ça. Donc pour revenir à Paratici, réseau exclusivement en Italie, on s'en plaignait avec Leonardo, vous l'avez compris, je trouve qu'on s'en plaignait un petit peu à tort. Parce que c'est vrai que Leonardo, Italie, bon, à part Mauro Icardi, il n'y a pas grand-chose, hein. Au final c'était un petit peu que des rumeurs. Milinkovic-Savic de la Lazio Rome, à un moment donné ça parlait d'Inzaghi lorsqu'il entraînait la Lazio Rome, c'est à ce moment-là en fait qu'on se plaignait de ses réseaux en Italie. Bon, au final il n'a pas trop recruté là-bas. Keane a été formé en Italie et italien, mais on est allé le chercher à Everton. Il y a Donnarumma l'été dernier avec Achraf Hakimi, je vous l'accorde, mais sinon il y a quand même de l'Espagne et de l'Angleterre aussi un peu. Hein. Donc ne l'oublions pas. Et de l'Allemagne avec Abdou Diallo. Bref, moyenne d'âge des joueurs qu'il a achetés, 24,3 ans. Ça c'est important, c'est jeune. Et ça, là-dedans, tu inclus quand même une tradition à la Juventus depuis le recrutement d'Andrea Pirlo, je dirais, qui est de recruter des vieux. Patrice Evra, Daniel Alves, faire revenir Gigi Buffon. Voilà, c'est un petit peu une tradition là-bas. Ça marche un petit peu mieux qu'au PSG. Nous, clairement, personnellement, mon avis, c'est qu'il faut se dépatouiller de ce truc de recruter des vieux. Mais dans tous les cas, même avec cette tradition, il a fait du 24,3 ans. C'est quand même assez jeune. Voilà, et surtout sur les 113 joueurs qu'il recrute, il y en a 45 qui ont de moins de 23 ans. Donc il a pris des risques et il s'y connaît un petit peu sur ce marché-là. Donc évidemment, ça fait plaisir pour le PSG. Donc ça, c'est un petit peu le point positif à Paratici, si on peut dire. De 2010 à 2015, il ne recrute pas au-dessus de 20 millions d'euros. Et après, de 2018 à 2020, tu ne sais pas ce qui se passe, il recrute pas en dessous de 20 millions. Il a fait De Ligt aussi. De Ligt, vous allez en entendre parler tout l'été, vraiment, hein, parce que pour moi, la poste de charnière centrale, c'est très très important. Donc voilà un petit peu pour Paratici, ce qu'on peut en dire, parce que j'en vois beaucoup qui s'excitent en fait autour de lui, mais qui ne savent pas trop ce qu'il a fait, tu vois. Même moi, je ne savais pas trop. J'ai regardé des articles, j'ai regardé des vidéos, et surtout, j'ai fait des chiffres. Voilà, qui permettent un petit peu d'être éloquent. Alors bien sûr, j'en reste pas moins opposé à sa venue. Oui, remplacer Leonardo par Paratici, ce n'est pas apprendre de ses erreurs. C'est remplacer la peste par le choléra, bien évidemment. Et j'en veux pas, très clairement. Je dirais d'autres alternatives dans d'autres vidéos. Et que le bon Dieu fasse, qu'on ne le recrute pas, qu'on ne fasse pas venir Paratici au PSG cette année. Voilà, et puis même jamais. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez, ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus et surtout de développer un avis un petit peu objectif sur Paratici. En fait, c'est un petit peu comme Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, personne n'en veut. Parce que mauvaise hygiène de vie, parce qu'il est complètement con. Bah, moi aussi, j'en veux pas, mais pas parce que mauvaise hygiène de vie, pas parce que complètement con, et pas avec un avis aussi extrême en fait. Ousmane Dembélé, il a un style de jeu, une morphologie qui fait qu'automatiquement, il prend des coups. Et il est blessé. Voilà, Paratici, c'est pas non plus le pire des directeurs sportifs. Mais encore une fois, je le répète, pour moi, il faut virer Leonardo et surtout, dans le meilleur des cas, ne pas remettre de directeur sportif. Supprimez-moi cette fonction dans ce club, qui ne sert à rien. Voilà, si ce n'est à créer des conflits d'intérêts. Ou alors, prenez un tandem qui vraiment s'entend bien, dans l'idéal, à déjà travailler ensemble, et encore. Et surtout, prenez un président qui est investi, quoi. Parce que là, Nasser, ces dernières années, qu'est-ce qu'il fout? Il est empêtré dans ses histoires de justice, il a pris du recul par rapport au PSG. À un moment donné, mec, laisse ta place, quoi, si t'es pas capable d'assurer. À un moment donné, c'est bon, voilà. Tu te casses et tu laisses en plus la place à quelqu'un de compétent. Bref, là-dedans, je crois qu'il n'y en a qu'un seul à garder, qui est bon, c'est celui qui s'occupe un petit peu du marketing des contrats, Jean-Claude Blanc. Et puis le jardinier, bien évidemment. Très bonne soirée à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit, rendez-vous demain pour le débrief de PSG Bordeaux. Oh bordel. Encore 11 débriefs et on en aura fini avec cette saison de merde. Ciao les amis.